Bonjour Émile Leclerc. Bonjour. C'est quelque chose d'assez inédit dans l'histoire parlementaire française, mais alors que l'Assemblée avait adopté cet accord, ces dernières heures, le Sénat a rejeté l'accord sur le CETA par 211 voix contre 49. Euh, J'imagine que ça vous a pas trop étonné si on se réfère au dernier sondage Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro, puisque ce qui apparaît, c'est que de façon générale, et c'est peut-être un phénomène nouveau, les Français sont hostiles dans leur majorité aux accords de libre-échange. Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs niveaux dans notre enquête, mais il y a une question qui est assez générale, en fait, qu'on leur a posée sur les accords de libre-échange. Et on leur a demandé, finalement, entre deux options, une certaine balance bénéfice-risque, puisque dans tout accord, vous pouvez être en partie gagnant, en partie perdant. Mais quand on fait la somme de tout ça, est-ce que finalement, c'est plutôt, ces accords de libre-échange représentent plutôt un danger pour les entreprises européennes dont les produits sont concurrencés par des produits à bas prix, ou bien une chance pour les entreprises européennes, puisque ça leur permet d'exporter et donc de se développer en dehors de leurs frontières. La balance penche très nettement en faveur du danger, puisque 59% des Français aujourd'hui nous disent que c'est plutôt un danger, et ils sont seulement 38% à nous dire que c'est plutôt une chance pour les entreprises. Donc on voit bien là que la France n'est pas coupée en deux, mais qu'il y a vraiment une partie des Français qui est très majoritaire, qui s'oppose au traité de libre-échange au sens large. Ce qui est intéressant, c'est que d'après les enseignements de ce sondage, il y a aussi un phénomène qui est très fort, c'est que dans leur majorité, les Français ignorent le contenu de ces accords, hein, le CETA et le Mercosur. Oui, il y a deux accords dont on parle beaucoup en ce moment, le CETA particulièrement, et puis il y a le On peut Mercosur. rappeler peut-être un peu ce que sont chacun des deux Alors accords. le CETA, c'est le traité avec le Canada très spécifiquement, et puis le Mercosur, Entre l'Union européenne et le et Canada. le Canada. Et le Mercosur, c'est avec l'Amérique du Sud. Donc c'est deux choses un peu différentes, mais dans les deux cas, vous avez quasiment un Français sur deux qui nous dit: je n'ai jamais entendu parler, je ne connais pas suffisamment ces traités pour y être favorable ou opposé. Donc on voit que déjà, il y a une méconnaissance qui est très puissante dans l'opinion sur ces traités de libre-échange. Et souvent, les Français, sur ces sujets-là, ont le sentiment finalement que ça se passe très loin, trop loin d'eux, et ça ne rentre pas suffisamment dans le débat public. Ce qui est intéressant avec ce qui s'est passé là au Sénat, c'est que les oppositions ont voulu mettre ça à l'agenda parlementaire pour en faire un débat politique, un débat de politique interne au pays, et que l'opinion s'empare un peu de ce sujet-là. Je rappelle quand même que ça n'a pas changé fondamentalement les choses, puisque il y a quelques années, on les avait interrogés aussi sur ces traités, et on avait les mêmes proportions de Français qui nous disaient ne pas avoir entendu parler du CETA ou du Mercosur. Euh, Est-ce que ceux qui n'ignorent pas en quoi consiste le CETA ou le Mercosur savent ce qu'il y a vraiment dans les accords? Quel est leur niveau de Alors, connaissance? Probablement qu'ils ont des niveaux de connaissances très disparates, mais ils savent grosso modo les grandes lignes, puisque tous les accords de libre-échange reposent sur un principe qui est on réduit ou on abolit les taxes à l'entrée de produits qui viennent d'un pays. On s'arrange ensemble pour que finalement les produits rentrent plus facilement dans un pays ou dans l'Union européenne, une structure. Donc ça, les Français savent à peu près ce que c'est qu'un traité de libre-échange. Maintenant, si on rentre dans le détail sur les accords sur tel ou tel produit spécifiquement, évidemment que non, les Français ne sont pas informés, et c'est bien normal qu'ils ne connaissent pas dans le détail chacun de ces traités. Euh, Est-ce que le manque d'infos nuit à l'adhésion à ce traité, à ces traités? Pas forcément, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, les Français, par principe, ont plutôt tendance à s'opposer au traité de libre-échange. C'est une position de principe, non pas parce qu'ils ne savent pas exactement en quoi il consiste, mais parce qu'ils considèrent que c'est plutôt quelque chose de négatif, qu'on a plutôt à y perdre plutôt qu'à y gagner. Donc ça, cette position de principe fait que, alors, on peut jamais savoir. Évidemment, Hmm. si les Français étaient mieux informés, peut-être, et mieux convaincus Oui, par c'est ceux ça. qui y sont favorables, peut-être. Mais par principe, en tout cas, leur position de principe de départ est plutôt négative. Donc il sera difficile de les convaincre. C'est très, très intéressant parce qu'il y a quand même un discours depuis des années dans les écoles françaises, dans les grandes écoles françaises, auprès des élites françaises, qui consiste non seulement à
à parler en bien des libres-échanges et même à culpabiliser, ou j'irais presque, parfois presque à psychiatriser ceux qui y sont opposés. Or, force est de constater que là, ce discours ne marche plus, c'est vraiment un échec. Oui, alors il fonctionne toujours effectivement parmi les élites économiques Mmh. qui peuvent, eux, y voir un intérêt, mais quand on interroge l'ensemble de la population française, elle y voit plutôt des dangers. Ça se comprend. Si vous regardez l'histoire du développement économique de ces, on va dire, 50 dernières années, eh bien, les Français ont eu le sentiment, il y a eu l'industrie qui a déserté le pays, qui a été complètement délocalisée. Vous avez l'agriculture, dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui aussi doit faire face à la concurrence de prix de certains pays. Donc les Français ont le sentiment qu'on est attaqué d'une certaine manière par des prix et une main-d'œuvre qui est moins chère à l'étranger, et donc qu'on a plutôt à perdre à développer les traités de libre-échange. Ça peut se comprendre. Maintenant, moi, je suis pas là pour juger Non. Non, mais du bon c'est principe du libre-échange ou non, mais non, mais effectivement, comme vous le dites, en tous les cas, ce qu'on peut ce mesurer, discours-là ne c'est que prend ce pas discours auprès ne de prend pas, la population. et c'est important, un Exactement. discours qui est donné avec beaucoup de conviction et beaucoup Bien d'assurance par sûr, ceux qui le bien sûr. tiennent. Qui soutient justement aujourd'hui encore ces accords? Eh bien, personne ne On a les vu soutient. moins d'une cinquantaine de sénateurs. C'est, Ah oui, on, se- alors, au, on est même dans des proportions comparables au au nombre de niveau, sénateurs opposés à la constitutionnalisation de l'IVG. au niveau politique, on le voit bien aujourd'hui, vous avez un seul camp aujourd'hui qui est vraiment en soutien de ces accords, c'est le camp de la majorité présidentielle, et toutes les oppositions, même étonnamment, hein, au Sénat, on a vu des oppositions qui n'ont rien à voir en théorie entre la droite et la gauche, Mm. qui s'allient pour mettre ce sujet et montrer à la majorité que le Parlement n'est pas favorable à ces traités de libre-échange, au sens large. Et quand on regarde dans l'opinion, vous avez aussi des clivages. Alors, globalement, là aussi, on retrouve les électorats de la majorité présidentielle qui sont plutôt favorables à ces traités de libre-échange, mais ce n'est pas une adhésion massive comme on peut constater sur certains sujets. Là aussi, au sein même de cet électorat, vous avez une grande partie de ces électeurs, environ 40%, qui sont plutôt à l'opposé et qui s'opposent à ces traités de libre-échange. Donc c'est là aussi Au la sein de difficulté de l'électorat l'électorat macroniste. d'Emmanuel Macron. Donc Mm. c'est là aussi la difficulté pour cette majorité, c'est qu'aujourd'hui, elle doit convaincre au sein même de son électorat. Dans la plupart des cas, sur la plupart des sujets, elle n'a pas besoin de convaincre son électorat, elle doit plutôt aller chercher ailleurs. C'est là la grande difficulté pour la majorité. Émile, est-ce qu'on sait si cette question des libre-échanges va entrer en ligne de compte dans les votes pour les élections européennes? Alors oui, les Français, quand on les interroge, alors c'est les Français qui ont déjà entendu parler des traités dont on a parlé tout à l'heure. 7 Français sur 10 parmi eux nous disent oui, ça va compter lors de mon prochain vote, et ils sont même 25% à nous dire beaucoup. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de regarder dans quel sens ça va jouer, puisque Mm. vous pouvez, Exactement. si vous êtes contre, si vous êtes pour les traités et que ça vous fait voter pour les camps qui les défendra, c'est Ouais. plutôt une bonne chose pour la majorité. En l'occurrence, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt un effet repoussoir. Vous avez 41% des Français qui nous disent ça va compter beaucoup, qui sont des gens qui sont opposés à ces traités, pour seulement 15% de ceux qui y sont favorables. En résumé, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de chiffres, mais en résumé, il y a un effet repoussoir qui est 3 fois supérieur à l'effet bénéfice. Donc, on ne va pas aller voter pour un camp parce qu'il est favorable à ces traités. En revanche, on va bien davantage aller voter pour un camp parce qu'il est opposé à ces traités. Et ça, c'est problématique pour la majorité à quelques mois des élections européennes. Il y a, est-ce que dans les accords de libre-échange, et en tous les cas dans cette position autour des accords de libre-échange, est-ce que on retrouve également finalement une ligne de fracture qu'on a pu retrouver au moment de la Constitution européenne, qu'on a pu retrouver au moment, en 1992, du vote de Maastricht, et qu'on retrouvait déjà quand ces questions de libre-échange se sont invitées dans les élections européennes? La première fois, je me souviens, c'était en 1994. Eh bien, oui et non. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans les grandes lignes. Vous avez davantage de sympathisants, on va dire au sens large du centre, qui sont favorables à ces traités de libre-échange. Mais, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas unanime dans ces Mm. camps-là. Et dans les autres camps, que ce soit à gauche ou à droite, c'est plutôt une opposition.
Ça, c'est pas traditionnel, notamment à droite. Traditionnellement, la droite est plutôt favorable Mmh. au traité de libre-échange. Et là, on se rend compte que dans les électorats de droite, aujourd'hui, la position a changé. Et est-ce qu'on À sait gauche, il y a toujours qui eu bouge dans ce l'électorat clivage. de droite? Est-ce qu'on sait qui bouge? Qui Alors, c'est bouge? peut-être pas tant qui bouge que des électorats qui ont bougé, qui ont déjà bougé. C'est-à-dire que les électeurs de droite qui étaient plutôt favorables à ces traités, on va dire mondialistes au sens large, se sont déjà ralliés à Emmanuel Macron et sont restés ceux Qui était hostile. qui étaient plutôt hostiles par le passé. Euh, alors, on le disait, hein, ça fait 30 ans que les accords de libre-échange coïncident avec les élections européennes, notamment, donc, on le disait avec le passage en 1994 du GATT à l'OMC. Est-ce que, justement, on peut noter une baisse de soutien depuis ces années-là? Alors, on a une question qui est un peu plus récente, qui ne remonte pas jusque cette période-là, mais ça a toujours été un débat très important dans la vie politique. Hein. Systématiquement, on voit qu'il n'y a jamais eu d'unanimité dans un sens ou dans un autre. Là, aujourd'hui, on ne s'approche pas de l'unanimité, mais on a clairement une majorité des Français qui nous dit aujourd'hui il faut plus de protectionnisme. Ils sont 56% à Alors, nous c'est le ça dire, qui est formidable. plus 12 points depuis 2019. Donc Ça- là, il y a un vrai mouvement Alors, qui est très net. c'est ce soutien, ouais, c'est ça qui est très, très frappant dans ce sondage, c'est le soutien au protectionnisme qui est devenu spectaculaire, non Exactement. majoritaire. C'est-à-dire, En depuis résumé, la précédente, c'est ça le basculement en depuis 2019, vous aviez grosso modo 3 tiers. Ouais. Un tiers qui nous disait il faut plus de protectionnisme, un tiers qui nous disait il faut plus de libre-échange, et puis un autre tiers qui était pour le statu quo, il fallait pas spécialement bouger. Aujourd'hui, il y a vraiment une balance qui penche vers le protectionnisme Mm. Ça, c'est dans le la phénomène population majeur, française. c'est que Ça, c'est devenu, le c'est soutien au assez nouveau, protectionnisme effectivement. est devenu majoritaire, 56%. Oui, exactement. C'est devenu majoritaire. Et ça s'explique, hein, puisque... Qui est protectionniste? Alors, là encore, c'est pas clairement simple. Tout le monde l'est un peu. Ouais. Tous les électorats le sont un peu. On retrouve davantage de protectionnisme aujourd'hui Il n'y a à qu'à droite. HEC dans les écoles de commerce qu'on ne doit plus avoir de protection. Presque, mais pas simplement. C'est assez c'est intéressant hein, de voir vraiment ces clivages au sein même des partis politiques. Vous retrouvez plus de protectionnisme dans tous les partis, à l'exception des sympathisants Renaissance. C'est un peu plus le cas auprès des sympathisants LR et RN, mais vous en retrouvez aussi dans tous les partis de gauche. Donc il y a ce sentiment qui est assez diffus politiquement. Et donc finalement, vous n'avez pas des fractures, des clivages qui sont clairement marqués entre certains partis qu'on peut mesurer sur bon nombre de sujets. Là, sur ce sujet-là, c'est beaucoup plus complexe à appréhender, au-delà même de la majorité, pour les différents partis qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Euh, on a un certain nombre de réactions en ce moment sur le site internet du Figaro. Alors effectivement, il y a un débat, ce qui est très intéressant, parce qu'on a l'impression d'entendre toujours un peu les mêmes débats. Cet internaute qui se lamente, il dit, qui dit libre-échange, c'est je reçois les produits de l'étranger, je peux exporter mes produits, là c'est terminé. Et d'autres qui répondent, bah oui, mais sauf qu'on importe des produits de moindre qualité, c'est ce que nous dit Charles. Et sur le principe, nous dit Nicole, et ça, c'est sur ça que j'aurais bien aimé vous faire rebondir, sur le principe d'accord, mais il faut que les produits importés soient du même niveau que les autres. Et Charles renchérit, importer des produits du Brésil qui ne sont pas conformes aux normes de l'UE, non. Est-ce que c'est là aussi un des ressorts de cette opposition à ces accords? Bien sûr, et puis on peut faire le lien avec ce qui se passe ces derniers mois avec la crise agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs nous le disent clairement, on est en difficulté puisqu'on nous impose des normes très strictes et on fait venir des produits qui viennent concurrencer nos propres produits, d'une part avec une main-d'œuvre qui est parfois moins chère, bon, ça c'est une chose, mais aussi avec des conditions qui sont beaucoup moins sévères que celles qu'on nous impose à nous. C'est ce que nous dit Nicole. Exactement. Les normes imposées à notre agriculture devraient être imposées aux produits importés, sinon c'est de la concurrence déloyale. C'est totalement incompréhensible pour les électeurs. C'est intéressant parce que ce que disent quand même nos internautes, c'est que a priori, ils sont contre ces accords, mais ils ne sont pas contre le principe d'un libre-échange. C'est là où ils sont, ce contre quoi ils sont, c'est en fait, le déséquilibre de l'accord. Ouais. Et Charles me dit, il emploie même le mot de Cambronne, ben, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas du protectionnisme, je ne veux pas manger de la mauvaise qualité. Enfin, il emploie le mot de Cambronne, donc je ne le dirai pas à l'antenne. Et voilà. Donc, il y a aussi cette... est-ce que c'est d'ailleurs un ressort dans l'opposition sur les accords de libre-échange à gauche? Est-ce que la question de la malbouffe rentre en ligne de compte? Il y a la question de la malbouffe. Quand vous avez une sensibilité écologiste, forcément, les
normes environnementales, elles comptent aussi beaucoup pour vous. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a la malbouffe, il y a les normes environnementales, il y a la rémunération, que ce soit des agriculteurs ou plus largement des entreprises françaises et européennes. Donc tous ces critères-là, pour les électeurs, eh bien, ils ne peuvent pas comprendre qu'on fasse rentrer des produits qui ne soient pas à égalité sur chacun de ces critères de l'étranger par rapport à ce qui est produit et exigé à l'intérieur de nos frontières. Merci beaucoup, Émile Merci à Leclerc. vous. C'est toujours passionnant de vous entendre. Et je rappelle que le sondage Odoxa Backbone Consulting, les résultats sont à découvrir sur le site du Figaro, mais bien évidemment sur le site d'Odoxa, également sur le site de Backbone avec l'analyse des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Émile. Pour l'heure, on va y revenir d'ailleurs un petit peu plus tard sans doute avec